herbes folles, elles nous renversent les herbes folles. Je voulais vous inviter à en faire une espèce protégée, afin que leur folie puisse à jamais perdurer. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paroles d'herbes folles, créé pour mettre en lumière les professionnels normands du monde des plantes médicinales et des plantes sauvages. Si tu n'habites pas en Normandie, je t'invite tout de même à continuer d'écouter, car il s'agit d'abord de donner la parole à des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Je m'appelle Nadège Locoge et suis en formation à l'École lyonnaise des plantes médicinales pour me reconvertir dans ce domaine. Créatrice du podcast Paroles d'herbes folles. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Paroles d'herbes folles. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi Béatrice Mera. Bonjour Béatrice. Bonjour Nadège. Merci d'avoir accepté de participer à cette série de podcasts. Donc comme dans l'épisode précédent, on va faire ta connaissance à travers un portrait chinois. Et avant de commencer, je vais te présenter en quelques lignes et puis je te laisserai compléter durant l'interview. Parfait. Donc du coup, Béatrice, ça fait plus de 25 ans que tu as croisé le chemin des plantes médicinales. Tu as cultivé plusieurs jardins de plantes médicinales et tu as même une petite parcelle de plantes aromatiques que tu cultives à Saint-Lô depuis plus de 10 ans pour tes besoins, pour tes expériences, mais aussi que tu utilises à travers la tisane lumineuse que tu as créée en 2014 pour tes formations. Et tu proposes donc en particulier des ateliers pratiques, des stages, où en fait tu souhaites reconnecter les personnes à l'usage traditionnel des plantes médicinales et surtout des plantes locales. Et tu fais également partie depuis 2020 collectif Pam Pam, qui réunit des producteurs et des professionnels de la région Normandie autour des plantes alimentaires et médicinales. Voilà, et donc du coup, je vais te laisser répondre à la première question. Si ton métier était une chanson ou une musique, laquelle serait-elle et pourquoi ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, la musique, c'est difficile de répondre une chanson ou une musique, parce que moi, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le jazz, mais j'aime aussi beaucoup la musique gitane, le flamenco. Et c'est peut-être celle-là qui correspondrait le mieux à l'activité de la tisane lumineuse, parce que c'est une musique qui vient, dont les origines sont inconnues, qui vient de très loin, qui a des influences diverses et qui est reliée à quelque chose de très profond, de brut, entre la terre et le ciel. Il y a une espèce de verticalité qui me rappelle les plantes, qui me rappelle le voyage des plantes, la nature sauvage et vagabonde, quelque chose d'assez brut. Voilà, donc ça serait celle-là que je choisirais particulièrement pour définir l'activité de la tisane lumineuse qui est variée, mais qui tourne autour des plantes sauvages principalement. Et tu parlais de mes activités de formation, mais j'ai aussi une activité d'auteur. Donc j'écris aussi des articles sur les plantes sauvages, locales. Voilà. D'accord. Et du coup, ces articles, tu les as écrits au sein... Ou tu vas peut-être en parler après, je ne sais plus. Au sein... Oui. Oui, tu en reparles Oui. après. Oui, je vais en parler après. D'accord. Je te laisserai compléter. Parce que c'est intéressant de lire les articles. Oui, et puis du coup aussi par rapport à cette question, tu parlais en fait de quelque chose où on connaît pas le début, un peu ça te faisait penser à ça, la musique tzigane, on sait pas d'où ça vient, Oui. C'est un peu aussi l'ancestralité des plantes en fait, ça me fait penser à ça en fait quand tu parlais. Tout à fait, parce qu'on découvre encore aujourd'hui des usages de plantes quand il y a des recherches archéologiques, et on fait encore aujourd'hui des découvertes parce qu'évidemment la connaissance des plantes, elle était orale et elle est restée orale pendant très longtemps, et donc il y a toute une partie qui reste un peu mystérieuse, inconnue. Et oui, c'est depuis l'aube de l'humanité que les plantes nous accompagnent. Il y a quelque chose de très mystérieux et en même temps de très commun, de très familier. Ouais, c'est ça.
mais dont on a perdu aussi l'usage et dont on a perdu les codes d'utilisation. Voilà, c'est ce mystère, mais qu'on retrouve assez facilement d'ailleurs avec l'instinct un peu, même beaucoup. L'instinct, notre lien avec les plantes revient assez facilement à partir du moment où on les fréquente. Quelque chose assez simple, mystérieux, mais simple aussi. Et puis il y a cette notion aussi de liberté, de nomadisme dans les plantes sauvages. Elles poussent où elles veulent, elles sont là, on les attend pas. Et puis parfois, quand on les cherche, c'est comme une quête. Et ben, quand on cherche une plante précise, étrangement, on la trouve. On la trouve pas forcément. Si, si. J'allais dire, c'est quand tu cherches plus que tu la trouves en fait. Et ben oui, il y a les deux, mais souvent, quand on commence à s'intéresser à une plante qu'on la connaît pas bien, qu'on se dit j'aimerais bien en savoir plus, et ben étonnamment, de façon assez magique, il y a une rencontre avec la plante dans les jours qui viennent. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui m'ont raconté ça, et moi ça m'arrive assez fréquemment où je me dis tiens, j'aimerais bien cueillir cette plante, mais je sais pas où elle est. Et dans mes balades, c'est comme s'il y avait un appel de la plante. Donc, il y a vraiment quelque chose de très mystérieux qui se joue dans ce lien entre le sauvage et nous. Et puis, nous, moi, je trouve que nos sociétés sont très aseptisées, qu'on a besoin d'un peu plus de sauvage. Et les plantes sauvages nous aident justement à retrouver cette liberté qu'on a perdue. On est un peu dans une société domestiquée avec plein de codes, de règles qu'il faut suivre, des instructions, que là, il y a pas d'instruction. Les plantes, elles arrivent quand elles arrivent, où elles veulent, quand les conditions sont favorables. Voilà. Mais elles répondent à notre appel. C'est quelque chose de l'ordre, de l'âme sauvage, peut-être. J'aime bien. Du coup, la deuxième question, c'était plus sur ton parcours et le chemin qui t'a mené jusqu'au métier que tu fais aujourd'hui. S'il était un livre ou un film, quel en serait le titre et pourquoi? Oui. Alors, j'ai choisi le titre d'un recueil de poésie d'un poète que j'aime beaucoup depuis très longtemps, qui s'appelle René Char, et dont le titre est Commune présence. Parce que c'est vraiment ça qui caractérise mon chemin avec les plantes, c'est cette présence commune qui, depuis plus de 25 ans, même si j'ai pris des chemins différents, où j'ai pas toujours travaillé avec les plantes, j'ai eu pas mal de métiers différents dans l'animation, même dans des bureaux, voilà, j'étais des fois très très éloignée. En plus, moi, je suis une citadine, je viens de Lyon, même si j'ai des racines beaujolaises de campagne avec des grands-parents viticulteurs. J'ai quand même vécu en ville à une époque où on parlait beaucoup moins des plantes, c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même cet intérêt qui était là. Mes livres de chevet, quand j'avais 20 ans, c'était les livres du docteur Jean Valnet, qui est moins connu aujourd'hui, mais qui à l'époque faisait encore était renommé. Et il y a eu comme ça tout un parcours un peu tortueux, mais qui m'a toujours ramené vers les plantes. Il y a comme si voilà cette présence commune. Et puis quand je suis arrivée en Normandie, dans la Manche, j'ai travaillé chez un maraîcher bio dans l'idée de cultiver des plantes médicinales. Puis le projet n'a pas abouti. Mais j'ai créé une autre entreprise qui s'appelait L'Herbe aux Anges, quelques années plus tard, pour vendre des cosmétiques et des produits naturels et des huiles essentielles pour fabriquer ces cosmétiques. C'était en 2005, dans la région de la Bretagne. C'est une activité qui s'est arrêtée aussi. Et j'ai repris, donc, il y a 10 ans, une activité autour des plantes, en créant la tisane lumineuse, des ateliers, des stages pour qu'on reprenne confiance dans l'usage des plantes, voilà, que les personnes se remettent à utiliser les plantes. Donc c'est laborieux, mais là il y a une sorte d'ouverture aujourd'hui après un grand chemin, et il y a beaucoup plus de répondants de la part du public depuis quelques années. C'est vraiment très net, et les gens ont envie de savoir. Donc voilà, d'avoir une présence, d'être plus présent, que les plantes soient plus présentes dans notre vie. Et puis si j'ai choisi René Char, la poésie, j'aime beaucoup la poésie, j'aime l'écriture.
Et oui, justement, j'ai une activité aussi d'auteur. Donc, j'ai participé à un magazine qui s'appelle Kaizen, au hors-série du magazine Kaizen, qui est paru en 2014 et dont le titre était Comment devenir autonome. Et donc, moi, j'étais chargée de la rubrique bien-être. Et donc, j'ai rédigé toute une partie sur comment utiliser les plantes sauvages communes, comme l'ortie, le pissenlit, et sous leurs formes, différentes formes, type infusion, hydrolat, voilà. D'accord. Et après, j'ai eu aussi une maison d'édition qui m'a fait une commande pour écrire une fiche autour des boissons nourrissantes sur le concept d'infusion nourrissante, qui est un concept créé par une herbaliste américaine très renommée qui s'appelle Susan Weed, qui est très peu connue en France et que moi j'utilise depuis longtemps et que j'aime à transmettre. Et donc ça, c'est une fiche qui est disponible sur Internet, sur le site du magazine Yggdrasil. La boutique Yggdrasil, elle est en vente, cette fiche. D'accord. Elle s'appelle Boisson nourrissante, extraire le meilleur des plantes. Et puis, justement, avec Yggdrasil, j'ai participé à l'aventure de ce trimestriel qui est plus consacré à des sujets sociétaux, mais qui avait réservé une rubrique sur les plantes. Thierry Thévenin participait, il avait une rubrique. Et du coup, moi aussi, j'ai eu la chance de participer et de faire une monographie de plantes pendant toute la durée du magazine, qui a duré 1 an et demi, je crois. Voilà. D'accord. Et j'écris aussi des articles sur le blog La Tisane Lumineuse. Voilà, avec des petits articles, mais aussi des articles un peu plus fouillés. Donc, si on veut trouver des infos, il faut aller fouiller un peu sur La Tisane Lumineuse, le blog de La Tisane Lumineuse. D'accord. Et du coup, juste petite question, est-ce que tu peux peut-être en une petite phrase, boisson nourrissante, qu'est-ce que tu entends par là? Enfin, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors, boisson nourrissante, c'est boisson nourrissante avec des plantes sauvages. En fait, ça veut dire infusion concentrée de plantes qui sont plutôt nourrissantes, c'est-à-dire qui sont chargées en minéraux, en vitamines, et dont l'emploi est assez libre parce qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est des plantes qui vont apporter une nourriture au corps et pas forcément une action thérapeutique marquée, D'accord. ciblée, comme ça peut être le cas d'autres plantes qui, elles, sont plus médicinales. Ça, c'est vraiment des plantes qui ont été utilisées depuis l'aube de l'humanité en tant que nourriture. Je pense à l'ortie, par exemple. Et l'ortie, on peut retirer... si on fait une infusion nourrissante d'ortie, on obtiendra plus de minéraux et de nutriments, de vitamines, que si on fait une simple tisane, ou voire même une eau d'ortie, qui est assez à la mode, là, qui est assez branchée, mais qui pour moi, je dois avouer, me laisse un peu sceptique, parce que l'ortie, justement, c'est une plante qu'on peut cuire et qui va pas perdre, au contraire, parce qu'elle est vraiment très chargée en nutriments, qui va concentrer ses nutriments. Elle va perdre un peu de vitamine C, bien sûr, qui est sensible à la cuisson, mais c'est vraiment la cuisson ou l'eau chaude qui va extraire le plus de minéraux. Donc, infuser de l'ortie dans de l'eau froide, c'est pas, ça me semble, pour moi, il y a quelque chose qui D'accord. me pose Pour toi, question. c'est pas. Ouais, Ah ouais, d'accord. c'est pas l'idéal pour extraire, ce qui n'est pas le cas d'autres plantes. Hein. Oui, Moi, oui, bien sûr. je fais aussi des infusions froides dans de l'eau. Et d'ailleurs, là, en ce moment, le gratteron, j'en bois beaucoup et ça marche très bien avec l'eau froide. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau chaude. D'accord. Et du coup, là, on a une extraction de principe qui est vraiment intéressante et une boisson qui est très agréable. Donc, tant qu'à faire, moi, en ce moment, je privilégie la boisson, l'eau de gratteron, de Gaillet Gratteron, plutôt que l'eau d'ortie. D'accord. Parce que le Gaillet Gratteron est moins nourrissant que l'ortie. Il va se passer. La chimie, c'est très. Oui, on va pas faire un cours de chimie, mais en tout cas, pour l'ortie, toi, tu penses que c'est de l'eau chaude, alors que pour le gratteron, l'eau froide serait bonne. Oh, plus adaptée. Plus adaptée, c'est ça. Bon, très bien, dis donc. C'est riche. Petit cours, là. Ouais, ça fait un beau tour. Alors, du coup, la troisième question,
Si tu étais une personne dans le monde de l'herboristerie qui t'inspire le plus dans ta pratique aujourd'hui, qui serait-elle et pourquoi? Bah alors, c'est sans hésitation, c'est Susan Weed. Susan Weed, alors, qui est cette herbaliste américaine qui aujourd'hui a 78 ans, mais qui est encore très active sur les réseaux, enfin, sur le net. Elle a écrit 4-5 bouquins, tous plus intéressants les uns que les autres, et donc elle a remis au goût du jour, parce qu'en fait, cette infusion nourrissante, elle devait exister avant dans les campagnes, et ça n'a pas été quelque chose qui a été relayé dans les bouquins. Mais c'est vrai que les gens avant avaient l'habitude de laisser sur le coin du poêle les plantes avec de l'eau et ils le buvaient en fin de journée. Je pense par exemple au cynorhodon, c'était assez habituel. Et du coup, Susan Weed, elle a remis ça au goût du jour, parce que c'est quelque chose qu'on n'entendait plus chez les phytothérapeutes ou herboristes contemporains, de faire macérer longtemps dans de l'eau chaude des plantes nourrissantes, et que des plantes nourrissantes. Donc, elle a vraiment lancé ce concept et qui est super intéressant. Et puis, elle a une approche très intéressante parce que elle dit que les plantes, la médecine par les plantes, c'est la médecine du peuple et c'est notre droit de naissance. On a droit à y avoir accès. On n'a pas besoin de passer des diplômes, d'être super diplômé, c'est l'expérience qui compte. Il faut qu'on retrouve un peu les gestes qu'avaient nos anciens. Et donc, elle a toute une philosophie autour de simplifier l'usage des plantes et de simplifier aussi les façons d'utiliser les plantes. Voilà, de ne pas complexifier outre mesure. Par exemple, elle préconise des alcoolatures comme faisaient les anciens. Ils mettaient des plantes dans de l'alcool et puis ils laissaient macérer ça 6 semaines et ils calculaient pas le poids des plantes, le poids de l'alcool. Après, les producteurs sont soumis à des règles, mais elle remet au goût du jour l'idée qu'on peut, nous, se faire nos remèdes comme faisaient nos anciens il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et ça, c'est une approche qui est très intéressante et qu'on peut avoir des effets thérapeutiques très intéressants aussi. Voilà. C'est pas les méthodes simples n'excluent pas l'efficacité. Donc, il y a quelque chose aussi de très fluide et de très qui donne envie de passer à l'action. Moi, quand j'ai connu son travail, quand j'ai rencontré son travail il y a une quinzaine d'années, j'étais un peu découragée de trouver une activité professionnelle autour des plantes, et elle m'a vraiment remis le pied à l'étrier en me disant mais c'est vraiment intéressant parce que ça donne envie de passer à l'action, d'introduire, d'inviter les plantes dans notre cuisine et de les fréquenter plus. Et voilà, donc c'est vraiment une personne qui m'inspire par son approche très simple et en même temps très fouillée, parce qu'elle a écrit un bouquin par exemple sur le cancer du sein des femmes, et pour accompagner des femmes qui ont un cancer du sein avec des plantes et en parallèle avec les traitements de chimiothérapie. Et c'est passionnant parce que justement il y a une simplicité de retrouver les recettes anciennes, mais aussi de se mettre, de bien connaître aussi avec les connaissances qu'on a, de jongler avec toutes ces connaissances d'une façon assez sereine, parce que justement des fois, soit on a le discours de la médecine officielle qui dit oui, vous pouvez prendre des plantes, ça va pas faire grand chose, soit ils disent non, non, surtout parce qu'il va y avoir des interactions. Et elle apporte une approche si, au contraire, quand on a des maladies assez graves et qu'on est soigné par la médecine conventionnelle, on peut aussi prendre des plantes, et elle donne plein d'outils, plein d'informations. Et elle a une mine d'informations gratuites aussi sur Internet. Elle est très, très généreuse. D'accord. Donc, c'est une personne, oui, qui m'inspire énormément. Oui, et du coup, tu parlais d'anciens, et c'est vrai que plusieurs fois, je t'ai entendu dire aussi que ça faisait plusieurs générations qu'on avait perdu ça, enfin, toute l'expérience en matière de plantes. Tu disais que tu avais même interrogé des personnes qui avaient, je crois, plus de 80 ans et qui n'avaient ni vu leur mère, ni même parfois leur grand-mère s'intéresser aux plantes. Donc c'est vrai que oui, il y a vraiment quelque chose à faire là pour se remettre à les regarder et à les réutiliser comme on a pu faire, mais comme tu disais aussi, avec un regard peut-être avec le regard de la science qui apporte aussi autre chose
en plus, je sais pas si c'est en plus, mais en tout cas quelque chose à côté qui permet aussi de peut-être de compléter, on va dire, les Oui, savoirs. et, oui, et puis d'être plus confiant, parce qu'on Aussi, on est ouais. quand même dans un monde rationnel. Mm. Donc, bon, on a besoin des fois voilà, de raisonnement, de logique, de calcul. Mm. Donc, ça nous rassure. Mm. Parce qu'en fait, c'est surtout ça le point. C'est quand tu parlais de justement, il y a plus de témoins. Les personnes âgées, quand on les questionne, elles n'ont pas vu leurs parents, leurs grands-parents utiliser des plantes. Et donc, ça remonte à très loin. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette coupure dans l'utilisation des plantes, parce qu'on ne voit plus depuis très longtemps des personnes dans notre entourage utiliser des plantes. Donc, on n'a pas ce réflexe, on est désarmé, on a besoin d'instructions, on a besoin de se sentir rassuré, guidé. Mais une fois qu'on s'y met, et c'est ce que je disais, il y a quelque chose quand même d'instinctif, et surtout quand on se met à fréquenter, parce que au quotidien, c'est des plantes qui n'ont pas qui sont plus nourrissantes que médicinales, ou qui ont des actions médicinales qui sont légères, enfin qui vont pas avoir un impact sur le corps très important. Donc si on utilise régulièrement ces plantes-là, on prend de plus en plus confiance et on les utilise de plus en plus. Et en plus, on transmet aux autres, par notre comportement, une confiance pour qu'eux, ils passent à l'action aussi. Donc, c'est cette chaîne-là qu'il faut alimenter. Plus on sera nombreux à utiliser les plantes, plus il y aura d'herbalistes, plus il y aura des gens qui utilisent les plantes, qui les pratiquent. Ça donne confiance à ceux qui ne connaissent pas grand-chose de passer à l'action. Mm. C'est ce mouvement-là qui est important de De mettre en place. nourrir. Ouais, Oui. c'est ça. Si tu étais une plante sauvage, une plante médicinale, laquelle serais-tu et pourquoi? Mm. Alors, j'ai choisi une plante qui est plutôt un arbuste, qui n'est pas vraiment Mm. une herbe. Mm. C'est l'aubépine. Mm. L'aubépine ou l'épine blanche. Euh, donc, parce qu'elle est très présente dans la campagne normande. Ouais. On a encore de la chance d'avoir un bocage qui est un peu préservé, bien que bon, il y a un peu aussi, ça commence à se détériorer, mais bon, passons. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de haies Mm. bocagères et dont l'aubépine est encore présente. Et elle est présente tout en étant méconnue. Je veux dire, elle est là, avec une floraison extraordinaire au mois de mai. On voit qu'elle, on a en plus une odeur magnifique. Et puis à l'automne, avec ses petites boules rouges, on la voit aussi. Et pourtant, plus personne ne la connaît et ne l'utilise. Alors qu'elle a vraiment été présente dans la vie des êtres humains depuis l'aube de l'humanité. Et il y a beaucoup d'anecdotes, surtout en Normandie ou dans la Manche, où on l'utilisait très régulièrement, très facilement. Et aujourd'hui, c'est un mystère. Et même alors si on connaît bien la fleur en phytothérapie, on parle très très peu, voire jamais, des baies qui sont pourtant qui ont une action très marquée sur le cœur. Et oui, c'est la plante du cœur, donc c'est une certaine noblesse. Donc et moi j'avoue que je l'ai étudiée, et puis je l'expérimente, je fais beaucoup de recettes avec, et c'est une plante qui m'est vraiment très chère. Je l'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup l'observer, l'accueillir. Voilà, c'est une de mes plantes favorites. Il y en a d'autres, mais voilà, Ouais, c'en est c'est une. Bah, d'ailleurs, une des premières. si je dis pas de bêtises, du coup, tu avais écrit un article sur elle, Nourrir son cœur avec l'aubépine dans Yggdrasil. Voilà, c'est ça. C'était le numéro 2 d'ailleurs. Et c'est un article en plus qui a été mis en ligne par le magazine Yggdrasil sur la boutique, sur le site d'Yggdrasil, donc qui est consultable en ligne. Et oui, j'ai fait beaucoup de recherches justement sur toutes les légendes qui lui sont associées. Il y en a énormément, c'est incroyable. Et tout ça a été oublié, quoi. Voilà, donc c'est toujours intéressant de faire revivre des Mm. plantes qui ont eu un tel impact dans la vie des gens bon, il y a peut-être 100, 200 ans, mais voilà, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, sur- voilà, c'est super intéressant. Et tu m'avais parlé de la légende avec le tonnerre, je crois. Il y avait une histoire sur le tonnerre. Alors, alors sur les orages, c'est la Ah, les foudre orages. Ouais. oui, la foudre ne peut pas toucher l'aubépine.
Alors bon, ça c'est un peu sujet à caution, hein, Oui, parce c'est que une c'est pas légende, vraiment mais preuve. du coup, Alors, c'était... c'est une légende qui était tellement ancrée, Mhm. les gens y croyaient tellement, qu'il y a même un éminent médecin herboriste qui s'appelle Paul-Victor Fournier, qui a expliqué cette croyance en 1947 en disant il se pourrait que l'arbuste écoule par ses épines l'électricité comme les paratonnerres par leurs pointes. Donc il fallait vraiment que cette plante soit vivace dans l'esprit des gens pour qu'on en arrive à trouver une explication scientifique au fait que la foudre ne pouvait pas toucher l'aubépine. Alors après, l'aubépine, c'était vraiment un arbuste sacré, hein, bien avant l'avènement du christianisme, elle était vraiment vénérée. Avec le christianisme, elle a été reliée à Jésus-Christ, parce qu'à cause de sa couronne d'épines, la couronne d'épines de Jésus-Christ aurait été faite avec les épines L'aubépine. de l'aubépine. Donc, un arbuste qui aurait touché le front de Jésus-Christ ne peut pas être touché par le Mm. diable, par la foudre, parce que la foudre, ça veut dire. Enfin, voilà. Oui, Et oui, puis, non, c'est mais intéressant. il y a Mm. plein, oui, et il y a plein aussi de facettes avec cet arbre, parce qu'il y a ce côté, voilà, sacré, puis il y a un côté porte-bonheur, puis il y avait un côté aussi arbre à prière, arbre à souhait, chose qu'on a complètement aussi oublié dans nos sociétés. On parle beaucoup des arbres à souhait euh, en Asie, au Mm. Tibet ou dans d'autres contrées, mais Culture, ouais. Mm. c'était quelque chose qui était très présent aussi en Occident, en France. Et il y avait des mères qui allaient porter leur enfant malade sous les aubépines pour prier l'aubépine de rendre la santé à leur enfant. On accrochait aussi des rubans pour retrouver la santé. C'était vraiment un arbre sacré, un arbuste sacré. Mm. Bon, comme Donc, on en a il y a beaucoup. beaucoup à dire sur Ah l'aubépine. oui, oui, là, c'est ouais, c'est un bel arbre. Ouais. Et du coup, toi, tu l'utilises comment principalement, finalement? Alors, moi, je ramasse ces baies. J'utilise à la limite, bon, je cueille les fleurs au mois de mai, j'en fais des tisanes, et puis ben, j'utilise peut-être plus les fruits en automne, les sénelles, que j'utilise aussi en tisane ou en infusion nourrissante, et dans lesquelles je fais aussi beaucoup de vinaigre, avec les sénelles. Et aussi, je peux en faire des compotes, des, qu'on se mélanger à des pommes ou à des prunelles ou à des cynorrhodons. Un petit fruit qui se cuisine et qui est intéressant à cuisiner. Donc oui, c'est D'accord. multiples usages qui permettent de récupérer ses principes actifs parce que le fruit a beaucoup de principes actifs aussi. Il a une action sur le cœur, il a une action, il y a des antioxydants. Voilà, c'est une plante à utiliser au quotidien qui est intéressante. Mm. Et qui agit sur des niveaux aussi bien physiques sur le muscle cardiaque, mais aussi psychique, c'est ça aussi, bien sûr, qui agit aussi sur la nervosité, mais aussi sur les cœurs brisés, les Oui. deuils, Mm. les séparations, tout ce qui nous brise un peu le cœur. L'aubépine peut vraiment aider à nous aider à traverser des états de tristesse, ouais, liés à de la perte d'être cher, Mm. de situation, enfin. Donc, Ouais. c'est une plante qui mérite Oui, le d'être détour, reconnue. voilà, surtout qu'elle est très facile à reconnaître, elle est très facile à cueillir et voilà. Donc, c'est vraiment une plante à fréquenter. Très bien, bah écoute, on arrive déjà à la dernière question pour aujourd'hui. Du coup, quel message concernant ton métier tu aimerais transmettre ou ajouter pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, par rapport à l'usage des plantes, moi, je conseillerais aux personnes qui s'intéressent aux plantes, ben, de s'amuser avec les plantes, de pas être trop sérieux, de sortir de la peur de se tromper, la peur de mal utiliser une plante, en commençant par les plantes les plus simples, comme l'ortie, comme l'aubépine, comme il y en a quand même quelques-unes autour de nous qui sont Mm. assez faciles à utiliser. Donc, commencer par ces plantes-là et les utiliser longtemps, fréquemment, souvent, pour reprendre confiance. Et voilà. Et puis, ben, bien sûr, étudier les plantes. C'est-à-dire que quand on commence à être dans les plantes,
on peut pas s'empêcher d'étudier et d'aller un peu plus loin, mais il faut essayer de se centrer sur quelques plantes quand même pour prendre confiance et pour être moins débordé par plein d'informations. Les plantes qui nous entourent, les plus simples, et puis être dans la créativité, voilà, ne pas avoir peur d'expérimenter des nouvelles choses avec ces plantes-là qui sont comme l'ortie, l'aubépine, le gratteron, là en ce moment, le pissenlit, des plantes qui sont faciles à reconnaître, il n'y a pas de confusion majeure, de risque de se tromper. Et on peut déjà, rien qu'avec celles-là, faire des belles choses. Et puis, elles sont versatiles, on peut les utiliser dans la cuisine, on peut les utiliser dans des recettes cosmétiques et puis dans des infusions qui vont participer à notre bien-être et à ce que notre santé ne se détériore pas, au contraire, se maintienne. C'est Voilà. ça. Et c'est surtout au niveau de l'énergie, souvent, voilà, parce que les plantes, on a tendance à se dire telle plante, telle maladie, mais je pense qu'il faut plutôt penser, les plantes vont nous aider à maintenir ou rétablir une énergie vitale. Ça, c'est super important, parce que c'est souvent ça qui nous manque dans notre société. Il y a beaucoup de fatigue, de dépression, de burn-out, et les plantes, elles peuvent vraiment aider à ce niveau-là, à maintenir une énergie assez constante. Et voilà. Ouais, donc lancez-vous, quoi. C'est ça, à l'abordage des plantes. Bon, bah écoute, je te remercie Béatrice et puis je vous remercie aussi tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois dans un prochain épisode et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Cet épisode est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager ou à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur différents réseaux sociaux comme mes pages Facebook et Instagram, le murmure des herbes sauvages. Toutes les infos en lien dans la description.